Bon, tout va bien, sinon? Oui, tout va bien. J'ai j'ai- Non, je le j'ai retrouve pas, gagné je un suis désolée. salaire de Ligue 1 en janvier grâce à Alibaba. Et puis j'ai tout perdu la semaine dernière, Ah, également bah ça sur va revenir. Alibaba. Voilà, donc bah écoutez, ça sera très probablement le sujet de ce qu'on va discuter D'accord. sur cette heure. On va essayer de faire une heure. Donc je pense que le cadre général de la discussion, c'est qu'il y a quand même énormément de gens qui ont démarré l'investissement récemment et qui vivent peut-être une volatilité assez importante depuis 2020 pour la première fois, avec une énorme baisse, une grosse remontée aussi. Moi, ce que je pense de tous les retours que j'ai, c'est que les gens qui ont démarré en bourse, ils ont beaucoup mieux démarré que moi il y a 15 ans, soit avec du stock picking très éduqué, soit avec des stratégies ETF à DCA réguliers qui tiennent également la route. Mais il n'empêche que quand il se passe ce qu'on voit en ce moment, bah, de suite la psychologie arrive au milieu et puis c'est parfois difficile de comprendre comment on va réagir. Donc évidemment pour parler de tout ça, eh bien, je suis très très heureux de recevoir Marie et Guillaume, évidemment l'équipe e-book vous connaissez ou que vous allez peut-être découvrir. Donc bah, je vous en prie, Guillaume, Marie, j'aimerais quand même qu'on commence par essayer d'obtenir de votre part votre sentiment sur ce qui se passe en ce moment. Voilà. Page blanche, Guillaume, je t'en prie, donne-moi un petit peu ton avis sur ce qui se passe. Ben, c'est-à-dire que ce qui se passe, tout le monde le voit. C'est qu'il y a une politique mise en œuvre par l'administration américaine, la nouvelle administration américaine, qui est bien des égards est justifiée, hein. Euh, Parce que il y avait vraiment un désavantage des États-Unis, à la fois sur le plan monétaire et sur le plan des droits de douane par rapport aux autres pays. Et donc, cette politique est mise en œuvre de manière un peu brutale, enfin même très brutale. Voilà, et donc ça a énormément surpris les marchés et ça amène à un ajustement sur des marchés qui étaient parfois, comme aux États-Unis, déjà à un niveau de valorisation élevé. Voilà, et donc voilà le schéma général, la fresque générale de ce qui se passe. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, en fait, on avait un petit peu discuté avant, donc si au début de la vidéo, il est apparu que j'étais impoli en ne disant pas bonjour, c'est parce qu'on avait déjà discuté. Toi, Marie, tu as un retour particulier sur ce qui est en train de se passer par rapport à ton expérience? Non, bah, je vais redire un peu la même chose que Guillaume, hein. Effectivement, il y avait une valorisation très élevée. Je pense que avant l'élection de Trump, toutes les bonnes nouvelles avaient été intégrées dans les cours. Et là, bon, il fait ce qu'il a dit. Il y a une espèce de panique un peu amplifiée en plus par le fait que voilà, il y a eu beaucoup de spéculations, notamment sur la tech, etc. Et donc l'argent est rentré très vite en bourse et se retire aussi vite en ce moment. C'est angoissant pour ceux qui sont investis sur les marchés boursiers, bien sûr, mais c'est aussi une opportunité. Donc Ouais. c'est un moment intéressant, déroutant mais intéressant. Alors, moi, il s'avère qu'à titre personnel, on en avait parlé à l'époque, Guillaume, je suis beaucoup Warren Buffett, donc dans sa vision de ce qu'il fait et également dans son actualité, hein. Et j'avais noté, alors j'ai regardé également Michael Burry, donc sur cette fameuse surcote du marché, là il y avait à peu près consensus sur les gens que je suis. Avec en particulier, il y a déjà 2 ans, Michael Burry qui avait pointé que sur un S&P 500, environ 490 entreprises du S&P 500 n'avaient pas une espérance de rendement supérieure à 3% ou 4%. Évidemment, mi-2024, Warren Buffett avait fait à peu près la même conclusion de son côté, à savoir que euh, avec des bons du trésor qui étaient montés en taux de rendement dans les 5-6%, hein. Alors peut-être que les gens vont me corriger dans les commentaires, mais on s'était retrouvé mi-2024 avec du bon du trésor américain à 5-6%, ce qui a conduit sur les 6 derniers mois de 2024, Warren Buffett a passé 50% de son portefeuille en cash.
Et puis il y avait ce fait que c'était surtout le top 7 de la bourse américaine qui tirait toute la performance. Parce que, évidemment, s'il y en a 490 qui font 3-4%, si à la fin le SP500 fait du 10-15, c'est bien parce que les plus gros tirent énormément vers le haut. Et puis ça, en fait, ça a commencé à se casser la figure quand l'IA a un petit peu été remis en cause avec l'arrivée de DeepSeek, quand on a vu qu'en fait tout le monde allait peut-être être capable de faire de l'IA autour de la planète, sans forcément verser des rentes aux GAFAM. Donc moi j'avais déjà eu le sentiment que le top 7 avait pris un coup de barre à ce niveau-là. Donc à la rigueur, je dirais que moi, vu de ma fenêtre, entre la longue tendance qu'avait déjà pris Warren Buffett depuis un an, plus le petit coup de bambou sur la surprise de l'IA qui n'était pas si exclusive aux GAFAM récemment, en fait pour moi c'était plutôt un signal de vente de toutes ces histoires-là depuis décembre. Alors aujourd'hui ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de volatilité parce que Trump il a créé une surprise, hein, encore plus récemment en montant la taxe sur la Chine jusqu'à 100%, 104% je crois. Mais à la fin, est-ce que c'est pas tout simplement un marché extrêmement surcoté parce que les États-Unis sont très chers depuis des années et malgré la baisse là qui potentiellement fait peur aux gens, moi j'ai l'impression qu'il y a encore 20%, peut-être 25% de marge avant qu'on retrouve des niveaux ne serait-ce que normaux. Maintenant, c'est mon sentiment depuis tellement longtemps et le marché me prouve que j'ai tort depuis tellement longtemps que j'aimerais avoir votre avis. À mon avis, il peut être contredit dans les jours à venir, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, je vais quand même te le donner. Mais oui, pour les États-Unis, moi je te rejoins entièrement. Je nuancerais juste en disant qu'il faut faire quand même du cas par cas à chaque fois. Nous, c'est notre cam hein, chez Hibou. On fait du stock picking. Donc, même pour les fameuses Seven Magnificents, il faut faire du cas par cas. Un Alphabet qui est une boîte que j'adore par ailleurs, hein, mais je pense est très menacée sur sa source de revenu principale qui est l'advertising avec justement l'avènement des chatbots, des moteurs conversationnels. Parce que voilà, à titre personnel, je vais de moins en moins sur Google et je vais directement sur une IA. Et donc ça, je pense que Alphabet est profondément menacé dans son modèle quand même pour ça. Amazon, ça me paraît plus solide dans ce contexte-là, etc. Donc voilà. Et ça reste des grands leaders avec extrêmement rentables, etc. Donc leur surévaluation était réelle, est toujours assez présente. Mais ça reste haut, mais c'est pas non plus un truc complètement volé, disons, c'est pas une bulle, je dirais. Mais en revanche, les marchés américains restent hauts. Alors là encore, il faut regarder au cas par cas, il y a des valeurs qui sont sous-cotées certainement, etc. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que des marchés qui n'étaient pas surcotés, comme les marchés européens ou asiatiques, qui avaient commencé à reprendre un petit peu, mais pas du tout assez, se sont effondrés aussi. C'est là qu'il y a des choses à faire, à mon avis, plus que du côté US, même si là encore, il faut regarder valeur par valeur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, si tu veux compléter un peu ce que j'ai dit. Alors, le Standard & Poor's 500, il est à 0,74 écart type au-dessus de sa droite de régression. Donc, quand un indice est entre plus 1 et moins 1 écart type autour de sa droite de régression, il est dans la loi normale, c'est-à-dire qu'il est là où il est 70% du temps, un peu plus de 70% du temps. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus, après la baisse, de surévaluation massive. Il est un peu cher, mais il n'est pas massivement surévalué. Voilà, on n'est pas du tout de niveau de 2007 ou au niveau de 1930 ou au niveau de 2000. Voilà. Donc, la réaction de Warren Buffett elle-même, elle est une réaction, comme dit Marie, microéconomique, c'est-à-dire qu'il avait de l'Apple qui avait beaucoup monté. Bon, voilà, il le vend. Je ne suis pas sûr que ce soit une position même sur la valorisation globale du marché. Maintenant, c'est vrai qu'il trouve probablement que le marché est trop cher pour aller trouver des titres à acheter avec ses liquidités. Il attend le moment de trouver le bon titre. Mais bon, quand il a une action qu'il trouve bien, comme BYD, nous par exemple chez Hibou, on est très très à l'achat sur BYD, bon bah il la garde. Voilà, il est le deuxième actionnaire, je crois, de BYD. Bon, bah, il garde cette position à long terme. Donc, comme dit Marie, il fait vraiment du stock picking. Voilà.
Et donc, l'augmentation de ces liquidités peut être plus le résultat du stock picking que le résultat d'une valorisation générale du marché, même si le marché, il y a encore un mois, était surévalué. Puisqu'on était à 1,6, 1,7 écart type au-dessus de la droite de relation. Et voilà, maintenant on est revenu dans des zones plus normales. Maintenant, chez Hibou, l'impression qu'on a, c'est que, indépendamment de ces problèmes de volatilité à court terme des marchés, on a fait 2025, c'est l'année d'un grand tournant. C'est-à-dire que l'impression que nous avons, c'est que le modèle économique général sur lequel le monde a fonctionné depuis 40 ans est en train de changer, voilà, de manière radicale. C'est pas bien ou mal, ça veut dire que c'est en train de changer et donc il faut s'y adapter. Voilà. Et donc les entreprises qui ont fonctionné depuis 40 ans ne seront pas forcément celles qui fonctionneront dans les 40 prochaines années. On va avoir un modèle beaucoup plus régionalisé, on va avoir beaucoup moins de possibilités pour des pays de mener des politiques mercantilistes. Voilà, les sociétés plateformes auront beaucoup plus de mal à continuer à vivre comme elles le font. Voilà, tout ça est à prendre en compte. Alors sur ce petit tournant, avant qu'on y aille, je veux qu'on parle de 2 minutes pour les gens qui investissent peut-être, qui ont choisi la stratégie investissement automatique en ETF, j'achète tous les mois. Donc Guillaume, moi je suis d'accord avec toi quand tu nous rappelles au fait qu'on est revenu à des niveaux normaux pour le SP500, et comme tu le dis, c'est dans l'écart type. Ce qu'il faut quand même que les gens sachent peut-être, c'est que ce fameux écart type de normalité, ça peut quand même contenir encore des variations d'au moins 20%. C'est-à-dire on pourrait encore baisser de 20% et rester normal. Beaucoup plus, oui. Voilà. Beaucoup plus, puisque l'écart type de mémoire, attends, je vais regarder tout de suite. Niveau normaux, un peu élevé. L'écart type, c'est 27%. Voilà. 0,75 et au-dessus de la droite de régression, c'est normal plus quand même. Enfin, c'est pas encore un niveau intéressant d'entrée, quoi. On peut très bien perdre 30% tout en restant dans la normalité. Donc voilà. C'est la volatilité. C'est-à-dire que, en fait, le problème, si tu veux, c'est bon, le marché il est volatile, mais ça c'est dans sa nature de marché. On est bien d'accord. Comme quand tu prends la mer, il y a de la houle. C'est la nature de la mer d'avoir de la houle. Tu peux pas dire il va y avoir de la mer sans houle, ça n'existe pas. Ça c'est un lac, d'accord. Donc cette houle, c'est un écart type, c'est à peu près 27%. Donc il faut vivre avec. Bon, donc ça c'est pas un problème. Le risque qu'il y aurait aujourd'hui, c'est pas tellement bon. Il y a un immense changement macroéconomique qui est en train de se produire. Mais à l'occasion de ce changement, le risque c'est que les marchés baissent, mais il peut toujours y avoir des effets d'emballement dans les baisses. C'est ça qui est risqué, c'est-à-dire que c'est un peu comme en 1914, quoi. 1914, qu'est-ce qui provoque la guerre de 1914? C'est un assassinat à Sarajevo qui ensuite est mal géré. Donc c'est un élément mineur au regard du bouleversement du monde que ça va générer, du suicide de l'Europe, des dizaines de millions de morts. Voilà. Donc il faut toujours... il y a la peinture générale que l'on a. Bon, on a un indice qui est revenu dans des zones de valorisation normale sur à peu près tous les marchés. Il y a un changement général qui est en cours, mais qui peut être géré. Voilà. Mais au sein de ce panorama général, il faut toujours faire attention à l'événement qui peut dégénérer, qui peut provoquer une espèce d'effet boule de neige. Donc ça, quand même, cette histoire peut-être de tarifs du côté de l'administration américaine, c'est le genre d'événement qui est capable de catalyser beaucoup de changements, ou pour toi ça reste anecdotique? Parce que tu as mentionné par exemple BYD, moi également j'ai mentionné au départ Alibaba, donc tout ça c'est la Chine, et puis peut-être que 10% de taxes douanières telles que les avait laissé entrevoir Trump au départ, les gens l'avaient potentiellement déjà pris en compte, et puis d'un coup on se retrouve avec quand même ce genre de coup de bambou et d'augmentation assez féroce des tensions entre les États-Unis et la Chine.
Est-ce que ça, pour toi, c'est quand même quelque chose qui est un marqueur qui doit profondément changer la thèse qu'ont les gens sur ce que va devenir la Chine? Ou est-ce que c'est anecdotique? On est sur de la négociation au mois, à la petite semaine, ou là on est sur une méga tendance qui démarre pour quelques décennies? Je sais pas, Marie, quel est tu m'avais dit ce matin, quel est le pourcentage Oui, je pense que quand on regarde les chiffres purement, hein, c'est anecdotique ce qui se passe. Le pourcentage des exportations chinoises vers les États-Unis par rapport au PIB chinois, c'est 2,6%. Et si on regarde pour l'UE, c'est 3,32%. Enfin, c'est pas anecdotique, mais c'est pas très significatif. Ça compte, mais c'est pas l'impact n'est pas énorme. En revanche, comme le disait Guillaume, est-ce que c'est l'événement Epsilon qui provoque un grand emballement? Les gens se disent ça y est, c'est la fin d'une période, on change, et après avoir péché par excès d'optimisme, on tombe dans l'excès inverse. Ça, c'est encore bien malin qui saurait le dire. Hein. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, Guillaume, mais voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que, stricto sensu, c'est un impact qui, même s'ils sont appliqués tel quel, est réduit. Tu nous parlais d'Alibaba, etc. Les valeurs chinoises qui décrochent en ce moment, c'est des valeurs qui sont à 90% et plus exposées au marché chinois. En plus, c'est même pas des valeurs à l'export. Alibaba, 90% de son chiffre d'affaires, c'est en Chine, et le reste, c'est principalement en Asie du Sud-Est. Donc en fait, le décrochage n'est pas du tout corrélé à l'impact qu'auraient ces droits de douane s'ils étaient appliqués tels quels. Et encore, il y aura sans doute des négos, enfin c'est en cours. Donc voilà, en revanche, est-ce que c'est un changement d'air, etc. et que du coup, c'est ça que les marchés anticipent? Ça, c'est encore une question à laquelle il est difficile de répondre aujourd'hui, mais c'est une possibilité. Ok, donc premier jalon de la conversation, j'ai envie de dire, pour vous, à l'instant T, il y a la panique, bon, il y a de la forte réaction, mais pour vous, il n'y a pas encore de signal sur ce qui est en train de... c'est-à-dire que, voilà, je veux dire, le fait qu'on annonce 100% de frais de douane entre les États-Unis et la Chine, pour vous, ça fait partie du bruit ambiant. C'est pas un signal très important de changement structurel de ce que va devenir la Chine ou... Si, c'est un signal structurel de choses de très très important qui est en train de se passer. D'accord. Alors, quelle est si vous pouvez hiérarchiser un petit peu ce que... Si tu pouvais nous faire, par exemple, un top 3, peut-être dans l'ordre du plus important ou moins important, de ce que tu vois changer en ce moment au regard des 30 dernières années, par exemple. Tout change. Alors, c'est pour ça que je me suis limité à un top 3. Et ce qu'on dit chez Hibou, c'est pas la fin du monde, mais on change de monde. Donc il faut s'y adapter. Simplement, ce qu'on dit aussi, c'est à l'occasion de ce changement de monde, il peut toujours y avoir un accident boursier. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Normalement, à 80% de probabilité, voilà, les marchés s'ajustent, ils se cherchent, mais bon. Mais comme dans tout marché, il peut toujours y avoir un effet boule de neige, voilà. Mais bon, oui, évidemment, on est dans un changement de monde essentiel, c'est-à-dire que les marchés financiers ont pris une direction à partir de 1980, et ils ont tenu cette direction pendant 40 ans, toute l'économie mondiale, et aujourd'hui, on est en train de changer de direction de manière radicale, parce qu'on était arrivé au bout d'une logique. Donc ça veut dire que pendant 40 ans, on a eu 40 ans de désinflation, parce qu'on a eu l'arrivée dans le monde de tout l'ex-bloc communiste asiatique qui a permis de faire baisser les prix au niveau de l'inflation dans le monde entier. Et ça a été accompagné par une politique monétaire qui a favorisé la valeur des actifs par rapport aux flux économiques. Cette politique est arrivée au bout aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. L'une des raisons, c'est que cette stratégie, elle a généré l'enrichissement d'une partie de la population et la paupérisation d'une autre partie de la population au sein des pays occidentaux. Et que cette paupérisation d'une partie de la population amène au pouvoir des gouvernements populistes.
et que ces gouvernements populistes, soit la crainte de l'arrivée de ces gouvernements populistes, soit ces gouvernements populistes eux-mêmes, engendrent un changement de stratégie fondamentale. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Donc on va basculer d'un monde mondialisé à un monde régionalisé, et on va arrêter d'autoriser, enfin de permettre la désindustrialisation d'une partie du monde en faveur d'un autre. Voilà. Et donc tout ça sont des éléments qui vont avoir des conséquences majeures. Ça veut dire qu'on va avoir un peu plus de pouvoir d'achat dans les pays développés, parce qu'on va réintégrer du salaire. Donc ça veut dire que si on réintègre du salaire et qu'on apporte moins en provenance de pays qui ont des très très faibles coûts, ben ça veut dire qu'on va avoir un peu plus d'inflation et une part des salaires dans la valeur ajoutée qui va augmenter. Pour donner un exemple, il y a à peu près... alors attends, j'avais pris ça en note, mais je crois qu'il y a à peu près 10 ou 20 ans, les 10% les plus riches, le premier décile de consommateurs américains, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de revenus, je préfère le terme plus de revenus aux plus riches, hein, ceux qui ont le plus de revenus, consommaient à peu près, alors il faut que je te donne le chiffre exact, à peu près 32% de la consommation américaine. Hein. Et l'année dernière, ils en ont consommé presque 50%. Voilà, 49%. 49,4%. Donc si tu veux, on est arrivé à un stade aux États-Unis où 10% des ménages consomment 50%, voilà, de la consommation totale. Alors qu'il y a encore 20 ans, c'était à peu près 30%. Donc on a eu cet énorme décalage. Voilà. On est arrivé au bout de tout ça. Donc ça veut dire qu'on va avoir un peu plus d'inflation, un peu moins de marge dans les entreprises, parce qu'il y aura moins de mondialisation, et un peu plus de croissance. Voilà. Et tout ça, c'est un cycle boursier très différent. En fait, c'est un cycle plutôt baissier. Hein. Donc on va probablement rentrer dans un grand cycle baissier, boursier. Mais pas violent, simplement, disons que les bourses vont probablement évoluer en taux ondulé avec une hausse de l'inflation. Voilà. Et donc, c'est d'une manière générale, tous les actifs ont monté de 1980 à 2020 au détriment de la croissance du PNB. Il y a eu un effondrement de la croissance mondiale, hein, et notamment dans les pays développés depuis 40 ans. Et là, on va avoir l'inverse. On va avoir la valeur des actifs globale, tous les actifs, les œuvres d'art, l'immobilier, les actions, tous les actifs vont baisser en relatif, hein, je dis bien en relatif, pas forcément en valeur absolue. Et par exemple, si l'immobilier ne monte pas pendant 10 ans et qu'il y a 3% d'inflation par an, bah, au bout de 10 ans, il a perdu 40% de sa valeur. Tous les actifs vont baisser, mais on devra avoir plus de croissance parce que plus de consommation. Alors, c'est comme un changement majeur. Et toutes les régions vont se régionaliser. Si on prend la Chine, le commerce extérieur, la Chine faisait à peu près, alors je vais te donner les chiffres parce que là aussi je les avais notés, à peu près 18% de son chiffre d'affaires, de son PNB, plus de 18% avant la crise du Covid avec les États-Unis. Voilà, et aujourd'hui, on est à 14%. Donc, en revanche, l'ASEAN représentait 12% des exportations chinoises avant le Covid et on représente aujourd'hui plus de à peu près presque 16,5-17%. C'est énorme, hein, ça a l'air de rien, mais c'est des variations énormes. Donc on voit que le monde est en train de se régionaliser. Voilà. Alors, bon, ce qui est sûr, c'est que ça ne concernera pas l'audience, ce que je vais dire de ce genre de vidéo, mais comme tu viens de le rappeler, et sûrement aux États-Unis, 90% des gens se foutent de l'économie et de la bourse, puisqu'ils n'en font pas partie, ils ne sont pas dans l'investissement boursier, ils n'ont pas d'actifs, les gens ne sont pas propriétaires de tout ça. Donc c'est vrai que 50% des Américains sont investis en bourse. Hein. Oui, eux, c'est structurellement par leur fonds de retraite. Mais disons que...
Directement 50%. Ah oui, 100% des Américains quasiment sont investis en bourse par le fonds de retraite, mais directement 50%. 50%, d'accord. Parce que, enfin, donc je disais ça Enfin, je crois, je dis peut-être une bêtise, hein, mais c'est des chiffres que j'ai revus récemment. Donc si je me trompe pas, c'est ça. Oui, alors d'accord, oui. Et j'ajouterais, en plus, c'est ce qu'on écrivait ce matin, 10% des ménages les plus riches aux États-Unis, c'est quasi 50% de la consommation totale du pays. Donc c'est quand même un énorme. Et eux sont très investis en bourse. Donc c'est quand même un gros impact. C'est un gros impact dont Trump devra tenir compte d'ailleurs. J'ai confondu le nombre de personnes qui a fait un acte d'achat sur un marché boursier avec le pourcentage de propriété. Parce que le marché américain est quand même détenu à 90% par le top 10. Oui. Il y a pas, les 50% des gens n'ont pas 50% du marché. Non. Voilà, je me suis 10% des gens ont 50% du marché. Enfin, de la consommation, quoi. Bref. Donc c'est vrai que la plupart des gens sont quand même plus intéressés d'avoir une augmentation de salaire ou un meilleur boulot qu'une bourse qui prend 10%. Parce que comme ils n'en possèdent pas beaucoup, ça change moins leur vie. Si quelqu'un a 10 000 euros en bourse, que la bourse prend 10%, il gagne 1 000 euros. S'il peut gagner 200 euros de salaire en plus sur toute sa vie par mois, il sera quand même beaucoup mieux dans ses baskets, quoi. Donc il y a quand même, à mon sens, il y a quand même un soutien populaire. D'ailleurs, j'ai regardé hier aux États-Unis les sondages. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais apparemment, il y a de l'augmentation de soutien pour Donald Trump, y compris depuis qu'il a annoncé ses tarifs et depuis qu'il y a tous ces remous. Il y a quand même pas mal de gens qui se mobilisent en disant non, ça va dans le bon sens. C'est très intéressant ce que tu dis. Voilà. Parce que il faut jamais oublier que, par exemple, la Chine a tout de même, vraiment, quand on regarde les voitures chinoises, on a des voitures électriques autonomes, ont eu 270 milliards d'euros de subventions étatiques, et le yuan, renminbi, est sous-évalué d'à peu près 30%. Donc, les conditions et en plus, il y a des droits de douane, etc. Donc, les conditions étaient tout à fait défavorables pour le monde occidental vis-à-vis de la Chine. Donc, c'était un réajustement qui était inévitable et normal, qui était inévitable. Et si on regarde, par exemple, les relations entre la Chine et entre les États-Unis et l'Europe, les importations américaines en Europe de voitures étaient taxées à 10%, contre 3% dans l'autre sens. Donc il y avait déjà un déséquilibre. Et en plus, chez nous, il y a la TVA, qu'il n'y a pas chez eux. Donc en fait, les Américains disent, et à mon avis, ils ont largement raison, il faut rajouter les 20% de TVA aux 10%. Donc il y avait 30% de droits de douane, 30% de taxes supplémentaires sur une voiture américaine contre 3% de l'autre côté. Donc voilà, tous ces réajustements, sont pas. Il faut comprendre la position américaine. Voilà, je pense que c'est important. Alors, un des points peut-être les plus importants, du coup, qui va être structurant pour la suite, ça va être l'inflation. Tu l'as mentionné toi-même, Guillaume, dans le sens. Alors, si on se retrouve avec 3, 4, 5% d'inflation structurelle, parce que régionalisation, parce que dette, parce qu'on a tellement tous intérêt à ce qu'il y ait de l'inflation, pas tout le monde. Il y a quand même deux problèmes, c'est que par rapport à avant, il fut une époque que moi j'ai pas connue où il y avait beaucoup d'inflation, mais où il y avait aussi un ajustement des salaires proportionnels, qui était, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'imagine même qu'à une époque c'était mandaté par la loi que les salaires soient ajustés à l'inflation. Je crois que c'est plus le cas aujourd'hui. Ça c'est le premier point. Et puis, tu as quand même une mission assignée aux banques centrales d'essayer de corriger cette inflation. Donc, comment ça peut se passer cet ajustement quand tu as légalement, tu n'as plus l'indexation des salaires et légalement, tu as la banque centrale qui doit maintenir l'inflation à 2%. Est-ce que ça implique des changements supplémentaires qu'on n'a pas encore vus et qui vont encore faire bouger tout ça? Qu'est-ce que tu en penses peut-être, Marie? Tu as peur de l'inflation? Oui, ça impliquera des changements. À ce stade, c'est un peu tôt pour le dire, mais oui, je pense que ça s'adaptera.
enfin, en tout cas, si on parle des US de nouveau, la Fed, elle est clairement en mode wait and see. Donc ils attendent de voir comment ça évolue, notamment sur l'évolution des taux, pour voir s'il y a réellement un effet récessif de ces mesures, mais ce qui n'est pas encore avéré, pour ajuster leur politique de taux. Et sur les salaires, est-ce que s'il y a une inflation structurelle qui se rétablit, notamment en UE, est-ce que ce genre de clause sera rétablie dans les contrats de travail? Oui, c'est une possibilité sans doute, ouais. Puis bon, après, il y a quand même une histoire d'offre et de demande aussi. Les entreprises sont obligées, d'ailleurs on l'a vu avec les hausses de salaire qu'il y a eu ces dernières années, hein. Les entreprises à un moment sont obligées de s'aligner avec le marché. Donc concrètement, pratiquement, comment ça se passera, je ne sais pas, mais ça se passera, oui, c'est sûr, parce que l'économie est quand même assez bien faite sur certaines choses. Ouais. Non, mais je pense surtout à la Banque Centrale Européenne, en fait, puisque aux États-Unis, il y a une mission de Banque Centrale qui est beaucoup plus large, hein, je crois, qui couvre 5 sujets, hein, l'emploi, l'inflation, la santé du marché. Ils sont vraiment mandatés avec une hiérarchie quand même, hein. Je dirais que l'emploi et l'inflation sont au sommet de leurs missions les plus importantes. Mais en Europe, tu as une banque centrale dont l'unique mission est le maintien de l'inflation, et alors quand même dans les 2%. Et depuis Mario Draghi, il y avait la sauvegarde de l'euro. Donc la Banque centrale s'était auto-définie comme étant d'abord la garante de l'existence de l'euro, et donc ça pouvait contrevenir à la mission de maintien de l'inflation à 2%. Mais aujourd'hui, comment tu fais avec une banque centrale qui a cette mission-là en l'état pour justement gérer le changement et la réindustrialisation, la re-régionalisation, le besoin peut-être d'accompagner les salaires sur l'indexation, et en fait, un petit peu d'euthanasier les rentiers, quoi. Parce que justement, la mission de la Banque centrale, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt de laisser le rentier avoir accès à son rendement et de pouvoir en vivre. Oui, ça, c'était les 40 dernières années. Ben oui. Mais c'est pas grave pour les 40 prochaines années. Parce que, encore une fois, tout le paysage global, macroéconomique a changé. C'est ça. Et alors, c'est toujours la même chose. C'est nécessité fait loi. C'est-à-dire que peu importe ce qui est écrit dans les textes, la nécessité fait loi. C'est-à-dire que les gens sont obligés de s'adapter quand leur survie est en danger. Tout à fait. Voilà. Alors, la survie de l'Europe passe par un peu plus d'inflation. On ne peut pas ne pas se réarmer face à la menace russe, par exemple. Donc, on ne peut pas ne pas réindustrialiser. On ne peut pas laisser l'ensemble de nos industries être totalement détruites par la Chine. Donc on a commencé, on a dit on est pour le libre-échange, mais on a mis des droits de douane sur les voitures chinoises. Donc on a fait exactement ce qu'on reproche aux États-Unis. Et donc on va continuer comme ça. Les blocs vont s'organiser. Voilà. Il faut s'organiser de manière régionale. Et donc on va nécessairement accepter un peu plus d'inflation. On n'aurait jamais imaginé il y a 15 ans, enfin je pense que tu sais bien, ou il y a 20 ans, qu'on pourrait avoir une politique de quantitative easing au sein de la zone euro. Donc, quand la nécessité d'une politique du quantitative easing s'est faite, elle est venue. On l'a faite. Donc, de la même manière, s'il faut accepter 3% d'inflation, on acceptera 3% d'inflation. Si on regarde l'inflation depuis 1900, je ne crois pas dire de bêtises, mais aux États-Unis, c'est à peu près 3,5% par an. Bon, ben, c'est la norme historique, quoi. Tout le 19e siècle, c'est 3%. Donc voilà, on va peut-être être à 4% aux États-Unis, 3% en Europe. Je pense que les banques centrales lutteront contre une flambée inflationniste qui mettrait l'inflation à 6%, 7%, mais peut-être pas sur une inflation structurelle à 3%. D'accord. Ouais, je nuancerais juste un petit peu ton propos, c'est pour l'instant la BCE, elle n'a pas encore pris conscience de ça, hein, quand même. Mais effectivement, je pense que déjà, ils devraient accélérer la baisse des taux depuis un petit bout de temps, ils ne le font pas. Mais comme le dit Guillaume, nécessité fera loi à un moment, ouais, normalement. D'accord. Donc pour vous, ça c'est parfois, pas... on entend un peu. Ouais. Non, moi, c'est le genre de sujet où... disons qu'il y a une construction en Europe de cette monnaie qu'est l'euro, qui est quand même particulière, hein, en termes de mécanique. Hein. On pourrait rentrer dans une autre partie de la discussion où on parlerait de l'euro, mais ça me paraît très compliqué vu la construction européenne et la mission de la Banque centrale et le maintien toujours existant des banques centrales des nations.
Oui, je veux bien croire qu'on pourra toujours s'arranger d'1% de plus d'inflation. Maintenant, si on est à 4 ou 5, Ah non, il y aura une réaction en Europe. ça va être très compliqué côté Banque centrale allemande, Mais Bundestag, enfin, c'est pas comme ce on qui dit. nous menace, parce que Hmm. ce qui est en train de se passer est fondamental. C'est-à-dire que les États-Unis souhaitent réduire le Hmm. pouvoir, le rôle du dollar comme monnaie centrale mondiale. Mhm. Enfin, ils ne souhaitent pas vraiment le réduire, mais en même temps, ils y portent atteinte hein, par leurs différentes actions. Donc, c'est très probable que ça renforce l'euro. Et donc, si l'euro se renforce, c'est une grave menace pour les industries européennes, surtout françaises. Hein. Mhm. La France est la plus exposée à la parité dollar, parce qu'on vend surtout des armes, des centrales nucléaires, enfin bon, pas des centrales nucléaires, mais oui, même des centrales nucléaires. Enfin, tout ce qu'on vend est en dollars, quoi. Et donc, bon, ben, cette hausse de l'euro, elle va avoir un effet tout de même désinflationniste pour l'Europe. Donc je pense qu'il y a une bonne probabilité qu'on arrive à tenir un taux d'inflation raisonnable. En plus, on est entré dans un hiver démographique. Ça, c'est terrible. Et c'est même la Chine, hein. Alors j'avais fait, L'Asie, encore plus que l'Europe, oui. je pense que j'avais décortiqué une étude sur le sujet qui était assez effarante, puisque c'était 2 tiers des zones de population de la planète qui étaient sous le taux de renouvellement, hein. 2 tiers de la planète qui est sous le taux de renouvellement. Oui. Et ça concerne même l'Inde. Donc la planète au global est sous le taux de renouvellement de la population, en moyenne globale. Et puis l'Inde, la Chine, c'est catastrophique sur les perspectives avec une potentielle baisse de la population divisée par 2 sur 50 ans. Oui, c'est une assez bonne chose. Bah oui, mais c'est Moi, quand même quand fou, j'étais quoi. jeune, il y avait un chanteur qui avait fait une chanson c'était Antoine, je crois. Jacques Dutronc? Jacques Jacques Dutronc. Dutronc, voilà. Jacques Ouais. Dutronc. Moi, et je sais plus s'il disait 500 ou 700 millions de Chinois. Enfin bon, Ouais. ça veut dire que voilà, la population a doublé en Oui. quelques décennies. Ouais. Bah après, on arrive à nourrir tout le monde, j'ai l'impression. Quand il y avait Oui. moins de monde sur la planète, il y avait plus de famine. Enfin, moi, ça m'a jamais gêné, cette histoire de surpopulation. Je l'ai peut-être pas vécu comme d'autres personnes. J'ai jamais eu l'impression que c'était un sujet. Est-ce que Bon, tu il peut y vis avoir un pas- sujet de pollution, Oui, mais mais. parce que où vis-tu? Alors, moi, je suis dans le sud de la France, ouais. Alors, C'est où ça? pas loin d'Aix-en-Provence. Ah ben voilà. Ouais. Mais si tu vivais à Mumbai, Hmm. je pense que tu réfléchirais de manière différente. Mm. Ibu, on a beaucoup travaillé avec un bureau d'analyse en Égypte. On a Mhm. des analystes en Égypte. Bon, bah, la population égyptienne est passée de 25 millions d'habitants après la guerre à Mhm. 105 millions probablement aujourd'hui. Bon, bah, c'est vrai que ça génère des effets secondaires qui ne sont pas faciles à vivre. Surtout pour les populations, pour les parts les plus pauvres des populations. Donc, sur ce plan-là, en Inde, il y avait 250 millions d'habitants, hein, je crois, de mémoire après la guerre, hein, Mhm. ou en tout cas dans les années 30. Donc on est passé de 250 millions à 1,4 milliard. Les effets en termes de pollution, de difficulté de vivre sont considérables. Mhm. Donc sur la longue route, le fait de revenir à un niveau de population plus faible, c'est à gérer, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc on est en train de prendre le tournant là de ces 2-3 méga tendances de la dépopulation qui va s'amorcer à partir de maintenant. Oui, mais ça, on va pas. Sur le plan économique, il est un peu tôt, hein. Si on regarde Mais t'as le la nombre de partie personnes vieillissement travaillent qui va- dans le qui va monde, arriver. on est sur une pente encore très très fortement croissante, hein. Oui, mais Même sur au une. statut DE. Alors je suis d'accord, tu auras la partie décroissance de population beaucoup plus tard, mais ce que tu as maintenant sur l'augmentation de population, ça va être la partie vieillissement. Donc ça, déjà structurellement, même si la population grossit, tu vas arriver sur des pays à la moyenne d'âge qui va dépasser les. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai lu l'étude il y a longtemps, mais on va arriver à des pays très très vieux, quoi, en particulier au Japon, en Corée, où ça va être
même si la population ne décroît pas en soi, ça sera plus des populations actives, ça sera des populations potentiellement dépendantes. Donc pour moi, tu as quand même une amorce de méga tendance sur ce sujet-là qui commence maintenant. Si tu rajoutes l'inflation, la régionalisation et le vieillissement, ça fait quand même un cadre très particulier ne serait-ce que pour gérer la stabilité des institutions financières dans les années qui viennent. Enfin, c'est mon analyse. Mais vous avez des recommandations particulières pour vos investisseurs en ce moment? C'est juste, on observe ce qui se passe, on a rationalisé le prix du SP500, on est à l'achat, on fait du stock picking. C'est quoi un petit peu le mot d'ordre pour vous en ce moment? Alors, en fait, là, c'est peut-être un petit peu la dernière partie qu'on peut aborder. Donc les choses changent, et puis elles changent lentement, et puis d'un coup il y a une grosse baffe, comme on vient de la vivre. Donc la question est toujours la même. Qu'est-ce que ça remet en cause, et qu'est-ce que ça ne remet pas en cause? Donc ce que ça remet en cause, eh ben, c'est un petit peu les tendances qu'on vient de discuter, qui vont être structurantes à partir de maintenant. Mais vous, qu'est-ce qui ne change pas? Qu'est-ce qui ne change pas? Qu'est-ce que vous continuez de proposer aux gens qui vous suivent comme approche de tout ça, toujours en ligne avec ce que vous faisiez auparavant? Qu'est-ce qui ne change pas pour vous à partir de maintenant et qu'on continue de faire comme avant? Tout change. Non, mais dans l'approche des gens, tu vas leur demander de plus investir en bourse ou d'investir différemment? Parce que voilà. Ce qui change par rapport à avant, l'élément central de tout ce mouvement que nous avons évoqué, régionalisation, démondialisation, etc., le mouvement central de ça, c'est que les obligations ne vont plus rapporter d'argent. Très clair. Pendant 40 ans, elles ont rapporté de l'argent. C'est-à-dire qu'on a eu un gain en capital additionné à un taux d'intérêt réel positif. À partir d'aujourd'hui, le plus probable, c'est que les obligations ne rapportent plus d'argent. C'est-à-dire que voilà, elles ne couvrent pas, peut-être même pas, l'inflation. Donc ça veut dire que tout un pan, disons 40-50% des investissements des gens est devenu stérilisé. Donc ça renforce la nécessité d'aller dans des investissements non stérilisés. Donc il en reste deux, essentiellement, si on oublie les œuvres d'art. Il reste l'immobilier et les actions. Tu es d'accord? L'immobilier, comme tu l'as très justement dit, on entre dans un hiver démographique. Donc quand on entre dans un hiver démographique, on n'achète pas d'immobilier. Puisqu'il y a de plus en plus de demandeurs et de moins en moins d'acheteurs. D'accord? Tendance lourde. Donc il ne reste que les actions. Donc évidemment, du point de vue du hibou, c'est un changement radical. Oui, il faut acheter des actions, il faut les choisir en fonction de ce paradigme nouveau, totalement nouveau. C'est-à-dire, bon, est-ce qu'il faut acheter du luxe quand on sait que la part du PNB dépensée par les gens les plus riches va diminuer dans les 20 prochaines années? Avoir le mouvement inverse de ce qu'on a eu depuis 20 ans. Tu vois? Normalement, non. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? L'ensemble du mouvement de réindustrialisation, de droits de douane, de régionalisation, va favoriser les classes moyennes et populaires. Donc il faut investir dans ce qui va être favorisé par la montée du pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires, qui est inévitable pour des raisons politiques, économiques, stratégiques. Inévitable. Et il faut bien... Et voilà, et donc l'ensemble des paradigmes a changé, tout a changé. Donc, pas d'obligation, pas d'immobilier, des actions et pas toutes les actions. Et probablement pas d'action plateforme, puisque c'est fini. Apple qui fait fabriquer à $100 son iPhone en Chine ou en Vietnam pour le vendre à $1000 aux États-Unis, c'est fini. C'est inacceptable, à la fois sur le plan fiscal, puisqu'il ne payait pas d'impôts, sur le plan industriel, sur le plan social, c'est fini. Toutes les sociétés plateformes, les Nike, les Apple, c'est fini. Le luxe, c'est terminé. Donc les jeux vont être radicalement différents, il faut les comprendre. C'est comme ça qu'on va gagner de l'argent dans les 20 prochaines années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne reste que les actions pour investir, et pas n'importe lesquelles. Alors, donc,
une grosse rotation au sein de ce qu'il faut acheter sur les marchés. C'est un peu comme ça que vous voyez les choses. Mais le marché en lui-même, est-ce qu'on peut avoir les deux, c'est-à-dire la fin de la rentabilité des obligations et un marché baissier qui, grosso modo, à cause de cette rotation où il y a des choses qui vont monter, d'autres qui vont baisser, grosso modo, à ne pas avoir d'intérêt à posséder l'indice dans son ensemble, parce qu'on est encore sur des price to earning assez forts sur la valorisation du marché. Est-ce qu'on peut avoir en fait rien qui monte au global si on n'est pas justement beaucoup plus sélectif? Nous, c'est ce qu'on pense, en tout cas, oui, c'est plus que jamais. Enfin, après, Guillaume dit que ça change le paradigme, mais dans les faits, on continue à faire ce qu'on a toujours fait, hein, du stock picking, mais on pense que c'est d'autant plus pertinent comme approche aujourd'hui. Ouais. Et après, dans le choix de nos sociétés, c'est des sociétés qu'on appréciait auparavant et qu'on continue de recommander. Et le repli en bourse est une opportunité pour se renforcer dans ces sociétés-là, effectivement. Donc, ça va être des sociétés qui ont des usines un peu partout, donc qui produisent en local. Ça, c'est un atout aujourd'hui. Des sociétés, je parlais de la Chine tout à l'heure, mais des sociétés qui sont principalement exposées au marché chinois, aujourd'hui, elles ont perdu moins 25, moins 30%, alors qu'elles ne seront pas touchées par les nouvelles conditions économiques ou peu. Donc c'est aussi une opportunité. Enfin, il y a pas mal de choses à voir. Et dans les faits, je nuance encore un petit peu ce qu'a dit Guillaume, parce qu'avec lui, le monde a changé, oui, mais dans les faits, notre approche des actions n'a pas changé. Enfin, ce qu'on achète aujourd'hui, on l'a acheté hier, et en fait, on se renforce aujourd'hui parce que c'est des beaux leaders qui sont bien positionnés effectivement dans ces nouvelles tendances. Et comme je disais tout à l'heure, les droits de douane, c'est effectivement l'ouverture d'un. On débute un changement de monde, un changement de tendance qui explique d'ailleurs sans doute la panique sur les marchés. Mais quand on les regarde, même appliqués à la lettre, il y a un impact assez réduit, on l'a vu sur la Chine, etc. Donc il faut aussi rester rationnel dans ce nouveau contexte et voir qui sortira le mieux son épingle du jeu dans ce nouveau contexte. Il y a peut-être une dernière partie qui nous concerne particulièrement en France, c'est sur les plans annoncés de financement de l'armement en Europe, et la France étant un des premiers vendeurs de cette industrie dans le monde. Alors ça, est-ce que c'est un sujet important pour vous à surveiller? Est-ce que c'est trop dangereux parce que c'est des fausses promesses? Est-ce que ça a déjà trop monté pour anticiper ce qui allait se passer? Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là, selon vous? Ça a quand même pas mal monté déjà. Et alors moi, à titre perso, on n'en a pas spécialement parlé avec Guillaume récemment, mais moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait quand même des négociations, notamment l'Allemagne, qui continue d'exporter son automobile en échange d'acheter des armes américaines. Donc ça s'est déjà produit par le passé, ce genre de deal, et ça peut encore se produire. Donc ça reste un secteur d'avenir, malheureusement, et heureusement pour la France qui est extrêmement bien positionnée dans ce secteur. Est-ce que ce sera porteur pour le secteur de la défense français uniquement? C'est pas sûr. Enfin voilà, je pense que ça a beaucoup monté, et deux, tout est très mouvant souvent. Donc, voilà, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises sur les achats d'armement de l'Europe. Ce ne sera pas forcément uniquement en France, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, toi. Oui, je pense comme toi. Je pense que nous, on avait joué les valeurs de défense, mais c'est vrai qu'on les a revendues tout récemment. Après la forte hausse. Très très forte plus-value. Mais c'est vrai qu'il y a deux phénomènes qu'il faut voir. Le premier, c'est que les États-Unis ne peuvent pas se permettre qu'un monde de libre-échange se constitue en dehors d'eux. La nécessité, c'est d'isoler la Chine. Le containment, petit du containment traditionnel américain. Donc ils vont rallier l'Europe et l'Asie du Sud-Est. ASEAN et Union européenne, ils doivent les réintégrer. Donc on va assister dans les semaines qui viennent à des baisses de droits de douane par rapport à ce qui a été annoncé importantes. Dans le cadre de ces discussions, il y aura très probablement des contreparties en achat américains, à la fois d'énergie et, comme le dit Marie, probablement d'armes. Donc ça, c'est un premier point. Les Européens achèteront plutôt des F-35 que des Rafales. Le deuxième point,
c'est que les besoins en armement de l'Europe sont des besoins non couverts jusqu'à présent, c'est-à-dire qui concernent les conflits dits à haute intensité, c'est-à-dire qu'on a besoin de chars, on a besoin de munitions, on a besoin d'artillerie, on a besoin de toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément cotées. Alors, Nexter, on ne peut pas acheter Nexter en bourse. Donc, voilà. Et bien sûr, il y aura un effet secondaire, il n'y aura pas que ça. Bien sûr, Thales sera favorisé, bien sûr, Dassault sera favorisé. Voilà, mais c'est peut-être déjà dans les cours. Mais la combinaison de ces deux effets, beaucoup plus d'achats d'armes conventionnelles que d'armes électroniques, et beaucoup plus d'achats américains que d'achats européens, pourrait, voilà, je pense qu'il faudrait attendre au moins une bonne rebaisse des actions de défense pour aller les racheter. Ça, c'est très clair. Très bien. Alors, en tout cas, moi, j'ai à peu près couvert tous les sujets que je pensais importants pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ceux qui investissent sur les marchés, soit en ETF, soit en actions, ce qui était important de surveiller pour eux. Maintenant, si vous avez, vous, un sujet sur lequel vous pensiez intervenir et que j'ai pas mentionné, je vous propose qu'on fasse ça pour les quelques dernières minutes qui viennent. Est-ce que c'est ton cas, Marie? Tu as un sujet important à aborder en ce moment au vu de ce qui se passe? Bon, je pense qu'on en a abordé pas mal, donc pour moi on a fait un bon tour d'horizon, donc pas spécialement, non, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure, qui était passionnant. Super. Guillaume, on a oublié quelque chose avec tes 30 ans d'expérience? Peut-être 40, j'ai... 40. 70. Ouais. Écoute, je pense que je dis des choses contradictoires, hein. Mais du côté négatif, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a beaucoup de dettes dans le monde. Oui. Voilà. Donc ça, c'est toujours un danger. Maintenant, on a des politiques monétaires qui sont assez affûtées, assez réactives. Et je pense qu'il y avait sur un problème du côté de la dette, je pense qu'il y aurait des interventions massives des banques centrales. Donc ça, c'est le point... voilà, mais bon, le point à surveiller, c'est ce montant de dette. Maintenant, ce que nous pensons chez Ibou, c'est qu'on devrait rentrer dans une période de croissance plus forte, qui devrait permettre d'inflation un peu plus forte. Là, c'est pas un changement radical, mais un peu plus forte, qui devrait changer et permettre de résoudre progressivement et dans la durée ce problème de dette. Et donc, s'il y a une croissance... eh bien, elle ne sera pas partout égale. Il y a des pays où elle sera plus forte que d'autres. Donc, il faut quand même faire une distinction, voilà. Et l'élément démographique dont tu as parlé est très important. Donc, les démographies, par exemple, elle est très favorable en Indonésie, très favorable en Inde. Voilà, donc ça, c'est deux points qu'il faut... Très défavorable en Chine. Donc voilà, c'est des points qu'il faut aussi avoir dans la sélection, puisque tu parlais d'ETF. Toujours dans cette sélection d'ETF, le monde va se régionaliser, donc il va y avoir des grands blocs au sein desquels le commerce sera plus important, voilà. Et donc il y aura les Amériques, donc ça c'est à prendre en compte. Et puis ensuite il y aura l'Europe, avec probablement une extension vers l'Afrique du Nord. Et la question sachant sera, est-ce que ce sera l'Europe de l'Atlantique au Dniepr ou l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, hein. Ça va être la grande question des 2-3 prochaines années. Et puis, il y aura l'Asie, mais qui ne sera pas un bloc, à notre avis. Chez Ibou, on pense qu'il y aura deux blocs, hein. Il y aura au sein de l'Asie un bloc autour de la Chine, voilà, la zone traditionnelle d'influence chinoise, et puis un bloc autour de l'Inde. Et ça, c'est très, très intéressant, parce qu'on devrait avoir l'émergence d'un bloc Inde-Moyen-Orient, qui était traditionnel, hein. Autrefois, l'Inde et le Moyen-Orient, ça fonctionnait ensemble. C'est pas pour rien que les chiffres utilisés dans le monde arabe sont les chiffres indiens. Nous, on utilise les chiffres arabes, et les Arabes utilisent les chiffres indiens. Tout le commerce était indien, hein.
Donc, il faut voir que l'expulsion de la rivalité chiite d'une partie du monde arabe génère la possibilité, enfin, de la constitution d'une cohérence, plus de paix, avec une domination sunnite, et donc la possibilité d'une montée en puissance de ce bloc-là. Et donc ça, c'est aussi quelque chose à jouer sur le plan des grands mouvements. Voilà, donc tout ça... Et puis, enfin, un dernier point, en dehors de tout ça, eh bien, pour rejoindre ce que disait Marie, on pense que comme on est rentré globalement en dehors de ces mouvements que je viens d'évoquer, dans des marchés plutôt, disons, stables, voire appréciés si on les considère retraités de l'inflation, eh bien, oui, il faut privilégier le stock picking plutôt que les ETF. C'est-à-dire que ça va être très difficile, à part quelques mouvements spécifiques que j'évoquais, à notre avis, ça va être très difficile de gagner de l'argent dans la durée avec des ETF aujourd'hui. Peut-être un dernier point, c'est celui que la plupart des gens doivent conserver des lignes de placement qui sont assurance vie, peut-être livrées, et qui sont très très concernées par, indirectement ou directement par la dette de la France, avec des dégradations successives de cette dette année après année. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à la limite, parce que s'il y a encore une dégradation de la note sur la dette de la France dans les 6 mois qui viennent, et qu'en même temps on se retrouve avec les États-Unis qui doivent refinancer, alors c'est un montant colossal de milliers de milliards de dollars de leur dette Covid qui arrive à échéance et qui doit être refinancée, on se retrouve peut-être sans que personne l'ait vu venir, dans 6 mois, avec la dette française qui ne trouve pas preneur. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous surveillez? Est-ce que c'est un scénario qui est crédible au vu de ce qui se passe? Est-ce que ça mérite d'être discuté? Tu veux répondre, Marie? Oui, enfin c'est un scénario, j'y crois pas trop, mais je pense qu'en revanche, ça va dans le sens d'une hausse de l'inflation dans les prochaines décennies, ce qu'évoquait Guillaume. Enfin, les États ont intérêt à ce que ça gomme un peu leur dette, justement. Et après, moi, j'ai toujours ce côté too big to fail, donc je crois pas à une crise violente sans rattrapage derrière d'une manière ou d'une autre. Donc non, à moyen et long terme, je pense qu'effectivement, ça renforce cette idée d'un retour de l'inflation de manière plus marquée, justement en raison de cette dette très forte. Ouais. Et à court terme, tout est toujours possible, surtout le pire et surtout ce qu'on n'attend pas. Ceci étant dit, oui, je pense qu'il y a quand même le côté too big to fail, donc je ne crois pas à une crise forte. Guillaume, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Bon, il n'y a aucune chance que la France tombe. Durablement, qu'il y ait un accident sur la dette française, une intervention de la Banque Centrale Européenne et qu'on demande à la France de se réformer, ça c'est possible. Mais ni les États-Unis ni la France ne tomberont parce que les banques centrales interviendront, injecteront l'argent qu'ils font, whatever it takes, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc on va pas avoir, on peut avoir un choc avec une conséquence politique, mais on n'aura pas... Il n'y a pas de crainte à avoir sur le fait que tout à coup, la dette française ne vale plus rien. C'est impensable sur le plan financier parce que, comme dit Marie, c'est trop gros, donc tout s'effondrerait. Donc ça n'aura pas lieu. Maintenant, et oui, moi je partage exactement ce qu'a dit Marie. Tout ça va dans le sens où on a besoin de plus de croissance. Voilà. Et donc on va avoir les politiques qui vont générer plus de croissance et qui auront des conséquences inflationnistes parce que c'est la nécessité et elle fait loi. Il n'y a pas d'alternative. Maintenant, la France est un des pays qui est le mieux positionné en structurel en Europe parce qu'il y a une pyramide des âges qui est exceptionnelle en France comparée aux autres pays. Voilà. Même si elle est en train de se dégrader, bon, ça aura des conséquences dans 20 ans, mais pour les 20 prochaines années,
On a une pyramidisation exceptionnelle. Donc voilà, on a une économie extraordinairement diversifiée, extrêmement peu dépendante des droits de douane américains. Voilà, on a vraiment énormément d'atouts. On est très bien positionné sur les secteurs qui vont compter, qui sont l'aéronautique, le militaire, l'énergie, le nucléaire. Voilà, la pharmacie, avec les tendances de vieillissement de la population. Voilà, on est extrêmement bien positionné, extrêmement diversifié. Donc, si les politiques veulent bien se calmer et arrêter de faire des bêtises, la France a énormément d'atouts dans le cycle qui vient. Donc moi je pense qu'on va progressivement, je ne pense pas que la dette soit un problème majeur pour les 10 prochaines années. Il peut y avoir un problème ponctuel. On devrait avoir plus de croissance et progressivement le résoudre. Eh bien écoute Guillaume, c'est des mots très encourageants que certainement beaucoup de monde avait besoin d'entendre pour la fin. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on vous cherche? On vous trouve évidemment sur YouTube, sur la chaîne Hibou. Est-ce que vous avez d'autres canaux où les gens peuvent vous voir? Le site hibou.expert, HIBOO.expert. Il suffit juste de rentrer son mail, pas besoin de rentrer une carte bleue ou quoi que ce soit. Et comme ça, on reçoit tous nos contenus, qu'ils soient YouTube ou plus des articles d'actualité, etc. Donc j'invite tout le monde à se créer un compte sur notre site pour nous suivre. Et on est aussi bien sûr sur tous les autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Oui, et puis on a 2 abonnements. Si je peux simplement les montrer. Je t'en prie. Voilà, on a un abonnement avec une base de données assez exceptionnelle, puisqu'on a 60 000 valeurs dans le monde avec des fiches sur chaque valeur, quasiment toutes les valeurs du monde, avec les droits de régression, le consensus analyse, 10 ans de compte, une notation sur ces comptes, voilà. Donc ça, c'est pour 4 € par mois. On a également tous les ETF, voilà. Bon. Donc ça, Et puis on a un abonnement expertise, voilà, qui lui, on accompagne, voilà, les gens qui le souhaitent en leur donnant des conseils d'achat ou de vente sur les actions, mais qui lui est plus onéreux, qui est un peu plus de 40 €. C'est 40 € par mois, Marie, je crois. Hein. C'est ça. Voilà. 48. Ouais. Un grand merci d'avoir participé à cette petite heure avec nous. Et puis Marie, Guillaume, s'il vous plaît, je vous laisse le dernier mot, s'il y en a un, d'encouragement pour tous ceux qui nous regardent. Merci pour votre écoute et bons investissements. Guillaume? Eh bien, voilà, sur le long terme, les bons investissements, c'est-à-dire qui sont réalisés avec pas forcément des raisonnements complexes, mais sur des bonnes bases, bien rationnelles, sont toujours gagnants. Et donc, il ne faut pas se laisser déboussoler par les variations à court terme. Voilà, vous allez investir, vous prenez la mer, eh ben, vous avez de la houle, ça secoue, mais le problème, c'est de tenir le cap. Voilà. Et si vous tenez le cap, vous allez réussir. Un grand merci. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et très bonne fin de semaine à tout le monde.